J'ai besoin. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance, cette deuxième séance d'audition des commentaires écrits pour le règlement sur l'encadrement de la démolition. Alors, Anne Pelletier, conseillère en consultation publique. Je vous rappelle que la rencontre a pour but de permettre aux citoyens, mais aussi aux organisations, de présenter à l'équipe ville qui est ici aujourd'hui, qui sont responsables du projet de règlement sur l'encadrement de la démolition. Mais les citoyens peuvent à ce moment-là présenter leurs commentaires et leurs mémoires. Et aussi, ça permet à la ville de poser des questions de précision ou d'éclaircissement sur les propos qu'ont tenus les citoyens et ainsi enrichir la discussion. Au niveau du fonctionnement, c'est le même fonctionnement que la dernière fois, c'est-à-dire un temps de parole de 5 minutes est alloué à la présentation de mémoire ou de commentaires écrits. Et ensuite de ça, on permet à la ville d'échanger avec le ou la citoyenne. Et pour ceux et celles qui ne sont pas inscrits, mais qui aimeraient faire un commentaire spontané, à la suite de la présentation des mémoires, il y aura effectivement un temps de parole qui vous sera alloué. Là, on parle de 3 minutes par intervention. Et aussi, ça sera suivi d'une période d'échange avec l'équipe de la ville. Comme je vous l'ai mentionné avant l'enregistrement, la séance est enregistrée pour diffusion sur le site Web. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans l'outil discussion afin que vous puissiez retrouver l'enregistrement si vous voulez le visionner à nouveau ou voir les documents qui y sont disposés. Même chose pour le mode de rencontre aujourd'hui. Alors, on est dans mode réunion. Alors, mode réunion sur Zoom, vous pouvez activer ou désactiver votre caméra à votre discrétion et je vous demande de laisser le micro fermé en tout temps, sauf au moment de prendre la parole. Alors, nous sommes accompagnés de Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif et responsable du patrimoine. Et Bonjour. aussi de l'équipe de la ville, les intervenants en ville. Alors, on a Mme Valérie Drolet, qui est directrice de la division planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour. Mme Naomi Mann, conseillère en urbanisme du même service. Bonjour. Et M. Christian Gravel, conseiller également en urbanisme, qui est le collègue de Naomi Mann. On a aussi d'autres personnes ressources pour vous écouter, puis ils pourront aussi poser des questions. Alors, ils vont simplement ouvrir leur caméra pour poser des questions plus tard. On parle de Mme Caroline Hood, qui est directrice de la division du patrimoine. Bonjour. Il y a aussi Mme Vallière, conseillère à la mise en valeur du patrimoine. Alors, ce sont des personnes qui se sont ajoutées là, pour bien vous écouter et entendre les informations là, que vous allez et les échanges. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le mot de bienvenue à Mme Coulombe-Leduc. Merci, Mme Pelletier. Si c'est trop dérangeant, là, le décalage, je ne sais pas si ça le fait encore, là, le décalage, mais n'hésitez pas à me le signifier. Donc, merci pour votre présence, votre disponibilité cet après-midi. Donc, deuxième séance d'audition sur vos mémoires qu'on a reçues là, dans le cadre de nos consultations en amont sur le futur règlement des démolitions. Donc, comme on a dit il y a quelques semaines, donc on veut vous consulter en amont sur différentes orientations, puis à savoir jusqu'où on va concernant ce règlement-là qui va venir encadrer les démolitions. On a consulté des experts, des parties prenantes, la nouvelle table des partenaires aussi en patrimoine et on a fait donc cet appel à mémoire-là pour venir bonifier notre réflexion. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on tient cette deuxième et dernière séance d'audition. Le règlement est attendu quelque part début 2023. Donc, je vous cède la parole, Mme Pelletier. Merci pour votre participation. Merci, Mme Coulombe-Leduc. Alors, dans notre ordre du jour, ça va être assez simple. Je vous avais annoncé M. Serge Roy, mais malheureusement, M. Roy n'était pas disponible aujourd'hui. Alors, on passerait immédiatement à la deuxième personne qui s'était inscrite. Alors, nous avions deux personnes inscrites, M. Roy et Mme Marie Bénarchi. Alors, Mme Chi, vous avez 5 minutes, on vous écoute et je crois que vous allez nous déposer aussi un mémoire. Est-ce que je me trompe? Oups, je vais demander d'activer votre micro, voilà. Alors, Merci. bonjour à tous. Je vais vous dire que j'ai écouté l'enregistrement du 2 décembre et j'ai été tellement impressionnée par M. Breton de l'Homme avec ce qu'il a étudié, que c'est vraiment réconfortant, comme Mme Jobidon le disait. Alors, merci. Je veux remercier ici la Ville
de travailler à la protection de son patrimoine. Merci beaucoup. Alors, je vais vous lire mon mémoire. Alors, ça fait 18 ans que je fais partie de la Coalition pour la préservation du site patrimonial. Le patrimoine, c'est un bien collectif, c'est la mémoire de notre passé, ce sont ces traces de notre histoire, les traces de notre histoire. La ville de Québec est la plus belle ville d'Amérique car son cachet européen et ses maisons patrimoniales sont uniques. Dans cet exposé, je prendrai le cas de 2 maisons. Une dans la ville, dans la vieille ville, la cité, et une autre dans le site patrimonial de Sillery, en parcourant le site et ses interrogations futures. Je vous donnerai par la suite les conclusions que je suis arrivée et je terminerai, si j'ai le temps, par une préoccupation récente. Madame Chi, juste au niveau de votre son, je me demande si vos papiers accrochent votre micro parce que ça va être comme un petit empêchement. Ouais, c'est peut-être Madame Côté. Je vois que Madame Côté n'est pas, je ne sais pas si c'est laquelle des deux, là, mais Madame Côté n'est pas en mute. Est-ce que ça va, Madame Pellerin? Est-ce que Oui, ça on vous va? entend. C'est juste parce que vous bougez les feuilles, mais je vais porter attention effectivement aux autres parce que tout le monde a le micro fermé. OK, ça va. Alors, je vais essayer quand je vais tourner la page, vous allez entendre un petit bruit. Alors, jusqu'à cette année, j'ai été responsable de la maison Louis-Joseph de Montcalm, située au 51 des Remparts, qui était la propriété d'une famille américaine, une maison historique. Pendant 15 ans, nous avons restauré tout l'extérieur de la maison dans les règles de l'art. Les pierres de mur, anciens murs de la Ville de Québec, les toits en baguette, le revêtement extérieur en bois, avec recommandation d'un architecte privé et bien sûr avec M. Bador de la Ville de Québec. Les Américains avaient acheté la maison pour la valeur historique et aussi spéculative. Ils ont investi 200 000 $ en plus de la contribution de la Ville de Québec de 50 000 $. La maison a été revendue cette année pour plus d'1 million. Elle a été revendue à un homme qui continuera le projet, mais nous lui avons expliqué le travail intérieur à faire, ce qui a découragé plusieurs potentiels acheteurs. Le nouveau propriétaire a été sensibilisé à tous les aspects matériaux du projet à venir. La maison Louis-Joseph de Montcalm ne sera jamais démolie et sera toujours entretenue pour préserver notre patrimoine et notre histoire. Deuxième cas. Le site patrimonial de Sillery est très complexe, mais au cours des dernières années, on ne fera pas son histoire, nous avons eu incendie, démolition et destruction. En 2019, le couvent de la Fédération des Augustines de la Miséricorde de Jésus a été démoli car le propriétaire n'avait pas su sécuriser son périmètre. Il aurait dû y avoir des avertissements et des amendes. Alors, la commission d'urbanisme et de conservation autorise la démolition. Et par hasard, située au sud de la propriété, dans les mois qui suivent, la maison du gardien a été incendiée. En 2022, nous avons assisté à la destruction de la prairie au sud de la Villa Benmar pour y installer une rue pour accommoder les résidents lors de la construction du nouveau bloc de condos. Nous avons beaucoup de préoccupations en ce moment dans le site. Les écuries de Woodfield, dont les administrateurs marguillés ont émis l'opinion de se débarrasser du bâtiment à cause de l'état de la bâtisse. Nous ne savons rien du destin du Montmartre canadien. Sera-t-il détruit ou pas? Nous ne savons pas ce qui arrivera à la chapelle du Montmartre canadien aussi et de l'église Saint-Michel. Nous savons qu'il y a un projet de distillerie à l'horizon. Et l'église Saint-Michel sera-t-elle à vendre ou pas? Mais ce qui est important ici, c'est notre deuxième maison, la maison Biguel, son avenir. Maison exceptionnelle, récupérable, 1785-1817. Nous avons assisté depuis le mois de mars à la Cour municipale de Charlebourg au projet pour négligence de M. Jalbert, le propriétaire. Dans son jugement, le juge a dit une phrase qui m'a frappée. Si M. Jalbert s'était occupé de la maison, on ne serait pas ici aujourd'hui. Il a été reconnu coupable de négligence le 30 novembre 2022 et une amende de 2 000 $ lui a été imposée. Mais maintenant, qu'arrivera-t-il? Qu'est-ce que la Ville va faire? Il faut bien se rendre compte que dans cette histoire, le terrain sur lequel la maison est bâtie a une valeur foncière de plus de 500 000 $. Va-t-il demander un permis de démolition? Je ne sais pas. Tout ce que j'espère, c'est que le propriétaire ne sera pas récompensé par sa négligence. Et malgré son allure
elle est récupérable. Simplement voir le village de Deerfield au Massachusetts avec ses 11 maisons en bois datant du 18 et 19e siècle qui ont été restaurées, tout est possible. Il y a une valeur à restaurer les biens patrimoniaux qui permet de monter la valeur foncière et de lui donner une nouvelle vocation. Après vous avoir expliqué l'histoire de ces 2 maisons, je vous propose quelques solutions. Que chaque site patrimonial de la Ville de Québec ait un responsable municipal qui connaîtrait le site et ses enjeux et qui sera en contact avec les citoyens du site et les urbanistes de la Ville. 2, que les avis de démolition devraient être présentés au conseil de quartier et publicisés dans les journaux de la ville et de l'arrondissement, un espace dédié à cet effet, comme dans le journal Ma Ville. Que les raisons qui ont motivé la décision de démolition soient connues, comme monsieur le disait l'autre soir, comme un jugement de la Cour. Que les futurs propriétaires et les propriétaires de biens patrimoniaux soient sensibilisés aux lois qui existent et à leurs responsabilités. Qu'un assouplement des tarifs et juridictions des compagnies d'assurance. Alors, je veux dire quelque chose que dans Le Devoir, hier, il y avait un article sur les assurances, mais je dois dire que c'est un problème qui était énorme parce que les compagnies d'assurance, dont je ne sais si vous savez que Desjardins n'assure aucun bien patrimonial et qu'il fallait chercher pour avoir des compagnies qui voulaient assurer le bien. Pour moi, l'idéal, ce n'est pas la démolition. La démolition, c'est la dernière chose. Je serais pour une intégration du bâtiment patrimonial dans les nouveaux projets. On pense en ce moment dans les gros projets qui se passent à la brasserie Molson à Montréal, dont toute la façade va être gardée et tous les éléments qui caractérisent l'époque seront là. On parle de la Dominion Corset quand on pense sur le boulevard Charret, qui est une des réalisations qui est tellement belle. On a gardé l'édifice, mais à l'intérieur, on a les bureaux. On pense à l'Hôtel-Dieu de Québec avec l'église qui a été réaménagée. Et mon projet préféré, qui est très petit, c'est l'église de Bois-Châtel, qui, je trouve, est extraordinaire, que l'église a été changée dans un complexe de condominium qui est superbe. Je voulais aussi, une chose très importante qu'on ne parle jamais, c'est arrêter de démolir les prairies existantes en les tapissant de ciment. Pour moi, les prairies représentent un bâtiment à ciel ouvert. Et je voudrais qu'on commence à regarder ça, non pas comme une structure existante, mais quelque chose qui est libre, mais qui est très important pour nous tous. Et le tapissage est épouvantable partout. Un petit chemin qui va d'un condominium à l'autre, on peut garder nos prairies. J'aimerais ça, c'est une opinion, qu'on arrête de démolir les églises à cause de leurs coûts exorbitants, mais plutôt de demander aux citoyens de la paroisse de trouver des solutions ensemble. Je sais ce que Mme Mélissa va dire, qu'il y a beaucoup d'églises et tout. Alors, c'est en fait, le résumé, c'était de 2 maisons, une qu'on a pris le soin qui ne sera jamais démolie et une qui est obligée d'aller en cours et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, ça va être démoli ou pas. Il y a une préoccupation, alors c'était les solutions que j'avais. Mais si vous me permettez une minute, j'avais une préoccupation récente qui est arrivée il y a quelques mois où je me suis demandé, est-ce que c'est une opportunité incroyable pour la ville ou c'est plutôt un désastre à l'horizon? Après une présentation à la fabrique de l'église Saint-Yves, un rapport avec les possibilités d'une vente ou d'une démolition nous a été présenté. Après ça, les articles émanant de la volonté du diocèse de se départir de ces églises. J'ai beaucoup réfléchi à l'opportunité que la ville aurait de récupérer ces bâtiments et de leur donner une nouvelle vocation. Cela veut dire que chaque paroisse pourrait récupérer son bâtiment et l'utiliser à des fins communautaires. Chaque paroisse aurait le choix de sa vocation après avoir consulté ses citoyens, soit sur la demande de démolition ou sur la demande d'un projet nouveau. Et les projets, on en a, les bibliothèques, les terrains de gymnastique, les garderies, les résidences personnes âgées, les résidences pour les familles moyennes, les hôtels, les centres de réfugiés. Encore 30 secondes, Mme Chi.
d'accueil. Et je voudrais que tout le monde pense qu'est-ce qui est arrivé en Espagne dans les années 80, où tous les châteaux étaient en ruine et que finalement, on a fait un projet qui s'appelle les Paradors et qu'on a fait la restauration et des châteaux en hôtel et c'est devenu un circuit touristique très important. Il suffit de penser et si on pense beaucoup, on peut réussir à faire des choses. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas les numéros des codes et des choses, mais c'était en fait ma présentation sur le terrain. Merci beaucoup, Mme Chi, des deux exemples éclairants puis de vos solutions, de vos recommandations. Alors là, la parole est au personnel de la Ville. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des précisions que vous aimeriez demander à Mme Chi suite au dépôt de son commentaire écrit? C'était assez clair aussi, Oui, Mme Wood. Mme Wood. Je cherchais ma petite main. D'abord, merci beaucoup, Mme Chi, pour votre présentation. Je voulais être sûre de bien comprendre. J'ai entendu votre suggestion que la Ville travaille avec les citoyens pour le recyclage des églises. Est-ce que j'ai compris que votre proposition, c'était que la Ville achète toutes les églises et les utilise à des fins communautaires? Non, je pense que quand on a eu la présentation, c'était une présentation assez choc parce qu'ils nous ont montré une espèce d'image assez négative de ce qui arrivait. Les gens dans la salle, on est à Saint-Yves avec l'école, on est avec l'école Saint-Yves, qui est une petite école qui demande un agrandissement, et etc. Alors, tout le monde dans la salle a proposé pourquoi vous ne faites pas le gymnase ici, pourquoi vous faites ça, ou etc. Mais l'idée du diocèse était déjà faite. C'est que la SSQ a une option d'achat et c'est dans un quartier qui est à l'arrière de la SSQ maintenant, qui est la Beneva. Alors, on ne pouvait pas tellement parler. Il y avait des gens d'université qui donnaient leur opinion, et etc. Mais toutes les réponses étaient négatives. On ne sentait pas aucune ouverture. Mais moi, ce que je dis, c'est que si l'Église a été payée par les paroissiens, je prends l'exemple parce que hier, j'étais à Saint-Augustin et j'ai demandé aux gens qui étaient sur place, est-ce que vous donnez pour l'Église? Et tout le monde m'a répondu, oui, nous, on donne la dîme. On est conscient de notre Église, etc. L'Église de Saint-Yves, l'Église Saint-Charles-Garnier, l'Église Saint-Michel, tout le monde est conscient que c'est la paroisse. Alors, je me dis que si les gens, c'est aux gens qui ont payé cette église-là de décider s'ils veulent la démolir ou pas. Et s'ils ne veulent pas la démolir et qu'ils veulent faire un projet, à ce moment donné-là, il faut aller voir les entrepreneurs et demander est-ce que c'est possible ou pas. Mais je pense que vous allez devenir avec quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je disais une opportunité extraordinaire ou un désastre à l'horizon où on ne saura plus quoi faire parce qu'il y en a tellement. Mais si chaque paroisse prend conscience, je vais vous dire qu'à la réunion à Saint-Yves, on était plus de 100 à 150 personnes qui étaient là. Ça voulait dire qu'il y avait quand même un intérêt. Je ne sais pas jusqu'où l'intérêt peut aller, mais ça serait quand même quelque chose que la Ville remet entre les mains de ses paroissiens et décide. Et s'ils décident que ça va être démoli, bien, c'est démoli. C'est comme ça. C'est simplement quelque chose qui est arrivé que j'ai commencé à réfléchir dessus. Madame Wood, est-ce que dans le fond, parce qu'il y a environ 50 églises là, sur le territoire de la Ville de Québec qui, peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, seront peut-être plus utilisées là, pour la plupart là, sur ces 50-là, est-ce qu'à ce moment-là, vous verriez quand même la possibilité que des investisseurs privés en fassent l'acquisition pour transformer ou agrandir ou peu importe, ou vous voyez vraiment une occupation communautaire dans les 50 bâtiments, par exemple? Je pense qu'il faut aller, dans ce cas-là, il faut avoir la vision globale de ce qui se passe parce qu'il y a des églises qui sont structurellement, qui ne peuvent pas passer un autre 20 ans. Mais si les paroissiens s'exprimaient, peut-être qu'on aurait des choses de remettre à la paroisse un centre communautaire et de dire qu'est-ce que vous voulez en faire. Je pense que
de remettre, en fait, les centres communautaires commencent à être importants. Il y a les réfugiés, les sans-abri, tu sais, ou les condominiums, ou etc., que la vision vienne des paroissiens, que ça vienne d'eux. Et si c'est réalisable, oui. Et si c'est non réalisable, ben, c'est non réalisable pour telle et telle et telle raison. Que tout le processus soit, au lieu de dire on garde celle-là, vous allez vous faire critiquer énormément, au lieu de dire on garde celle-là à cause de son architecture, on garde celle-là à cause de ci, pourquoi pas les remettre aux paroissiens et de dire qu'est-ce que vous voulez? Comme à Saint-Yves, si vous aviez la question demain matin à Saint-Yves, tous les gens qui ont des enfants diraient, ben, on aimerait ça que ça soit refait, qu'on aille des garderies, qu'on aille le gymnase, comme je disais tantôt, qu'on aille... Tu sais, on est à côté de l'université et beaucoup de gens de l'université étaient là pour montrer les solutions, qu'on travaille tous ensemble. Je pense qu'il y a des choses, il y a des gens qui voient des choses à l'extérieur que nous, on ne voit pas, mais que ça serait très intéressant. Je ne sais pas si l'église de Courville, je ne sais pas qu'est-ce qui arriverait, mais il y a des communautés qui ont très à cœur leur église. Je regarde Château-Richer, est-ce qu'il n'est pas plus beau quand on descend la côte, tu sais, de préserver son église? Tu sais, il y en a que c'est très important dans leur cœur de faire ça, puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est quoi cette bâtisse-là, on ne veut rien savoir. Mais merci. Ouais. Oui, c'est juste que je vois Mme Colombe-Leduc qui veut peut-être vous poser aussi une question là, en restant. Oui, Mme Colombe-Leduc. Oui, bien en fait, je voulais rassurer peut-être Mme Chi parce que je vais lui donner l'exemple très récent de ce qu'on a mis en place à notre initiative pour l'Église du Très Saint-Sacrement pour amener justement la communauté à se concerter puis à essayer de trouver une autre vocation pour cette Église-là. On a lancé un processus de consultation de plusieurs parties prenantes du quartier. C'est aussi un questionnaire en ligne là, auquel a répondu plusieurs semblent que cette volonté-là de consulter. Oh, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Un petit peu, mais ouais, peut-être okay. Juste reprendre la dernière avant le formulaire. Là. Donc, ce que je dis en fait, c'est que le processus de consultation des paroissiens ou des gens du quartier concernant le futur d'une église, c'est quelque chose auquel on est déjà sensible puis qu'on a même déjà mis en place, comme je vous dis, dans le cas de l'église du Très Saint-Sacrement, puis qu'on pourra répéter au besoin quand on est devant une situation où on doit trouver une autre vocation pour une église. Plusieurs centaines de citoyens qui ont pu donner leur avis là, sur le futur de l'Église du Très Saint-Sacrement via un questionnaire en ligne. On va approfondir ça. Puis je comprends votre souhait de voir la Ville impliquée dans ces projets de reconversion-là puis de requalification. Maintenant, il faut aussi que c'est des projets qui sont très coûteux sur le plan financier. Donc, nous, on a des réflexions sur comment on pourrait trouver des sources de financement pour rendre réalisables ces projets-là, parce que c'est souvent là où le bas blesse, en fait. C'est pas de trouver des idées, c'est pas de trouver une autre vocation, c'est souvent de trouver du financement pour que ça soit réaliste. Madame Hood le mentionnait, on a à peu près une 50aine d'églises aussi qu'on peut penser dans les prochaines années que ces questions-là vont se poser. Donc, à chaque fois, on peut penser à des 30, 40, 50 millions de dollars pour reconvertir ces lieux-là. Mais j'entends bien ce que vous dites, puis on a des discussions avec le diocèse sur l'avenir de leur parc immobilier, puis justement, une espèce de séquence de travail de quelles églises vont fermer à court, moyen, long terme pour essayer d'être le plus proactif pour retrouver une autre vocation pour ces lieux-là. Donc, ça, je veux vous rassurer aussi là-dessus. Puis peut-être, je vais faire une petite parenthèse là, sur la question des assurances, des bâtiments patrimoniaux. C'est une problématique là, pour laquelle on est au courant. Et puis, considérant que la Ville de Québec est peut-être une des villes dans tout le Québec qui a le plus gros inventaire de bâtiments patrimoniaux, soit à valeur confirmée ou présumée, on a entamé des démarches, là, notamment au sein de l'UMQ, pour qu'il y ait une mobilisation de municipalités concernées là, pour faire des représentations auprès du gouvernement du Québec. Là. Donc, ça, je tiens à vous rassurer qu'on est au courant aussi de cette problématique-là.
Bien, c'est très important parce que les assurances à l'époque pour la Maison Montcalm ou pour le 51 des Remparts, c'était des assurances étrangères. C'était soit Northwest, Southwest, Lloyd, et etc. C'était complètement ridicule et le prix était tellement dérisoire. On payait pour le 51 des Remparts, on payait 5 000 pour être Ouais. assuré. On est au courant, oui, je suis au courant de cette situation-là. Il y a des cas de propriété dans le Vieux-Québec qui ne sont pas capables de s'assurer au Canada en ce moment, qui s'assurent À l'étranger. Mais Madame Leduc, si je peux me permettre, j'aimerais ça que vous me dites dans la question numéro 2 au niveau de la maison Bignel, quel est la prochaine étape? Et Madame Aude, vous l'avez dit vous-même dans le 2 décembre, que l'amende avait été donnée à 2 000 $, que c'était le juge qui était responsable de donner le montant et non pas la ville. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Mais là, Mme Chi, je vais peut-être juste recadrer le but de la rencontre OK. aujourd'hui. Hein. On est sur le futur règlement sur les démolitions. Puis OK. je comprends votre préoccupation sur la maison Bignel. On va vous revenir en temps et lieu là-dessus. De notre côté, nous, on a fait faire une nouvelle expertise sur l'état du bâtiment. La ville a elle-même payé une nouvelle expertise sur parce que la maison, pendant ce temps-là, ben, je veux dire, continue de se dégrader. Hein? Oui. Donc, fait que ça, on va pouvoir s'en reparler dans un autre contexte. Aujourd'hui, on est vraiment sur les orientations que la Ville devrait prendre de manière très macro sur l'encadrement des démolitions puis le futur règlement qui s'en vient. On pourra se reparler dans un autre contexte là, pour la maison Bignel spécifiquement. Mais je comprends que ça vous inspire dans votre prise de position. Non, c'est normal. Merci beaucoup. Alors, merci, Mme Leduc. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Chi. Je veux savoir, est-ce que le document que vous avez, vous allez nous le déposer ou dans le fond, Oui, votre commentaire je vais écrit est comme… Je vais vous le déposer. Parfait. Puis je vous ferai remplir un formulaire comme quoi il y a peut-être des informations. Oui, je sais. Vous pouvez le publier, il n'y a aucun problème. Merci. OK. Parce qu'il y a comme des petites informations plus privées là, de nombre de personnes ou tout ça que vous pourrez peut-être retirer, puis ce serait parfait. Là. Merci. Je vous enverrai ça par courriel aujourd'hui. Merci beaucoup, j'apprécie. Alors, ça fait le tour pour les personnes qui s'étaient inscrites pour émettre un commentaire écrit. Il nous resterait du temps pour des commentaires spontanés. Alors, vous auriez 3 minutes pour émettre un commentaire spontané. Oui, Mme Hood? Oui, bien, je me permets une autre question, Madame Chi. Vous n'avez pas abordé ce volet-là, mais comment vous voyez, bon, parce que le patrimoine à l'échelle de la ville est très important, comment vous voyez l'accès à la réalisation des travaux pour des gens qui sont moins fortunés, par exemple, du moment où, bon, il y a des programmes de subvention, mais il y a une part de responsabilité qui appartient aux propriétaires là, au niveau du fait qu'il est nécessaire de conserver, dans la mesure du possible, le patrimoine d'intérêt. Mais dans cette perspective-là, est-ce que vous voyez quand même le fait qu'on puisse sacrifier, dans certains cas, certaines propriétés, dans certains secteurs où il y a peut-être un intérêt qui pourrait être davantage appuyé dans un autre secteur où vous voyez vraiment une conservation intégrale à l'échelle municipale? Comment vous voyez un peu… je vais vous dire quelque chose. J'ai participé pendant 10 ans à la conservation de la maison Montcalm. Alors, on sait 45, 47, 49, 51. C'est un grand bloc. On travaillait tous ensemble. Alors, ce qu'on faisait, c'est impossible. Quand vous savez, on est très réglé. Hein? Il faut aller chercher, il faut avoir les plans d'architecte, il faut chercher un certain… Disons qu'on faisait les fenêtres, on avait 82 fenêtres à faire, c'est 800 $ la fenêtre. Alors, on n'arrivait pas avec tout ça. On faisait soit de bâtisse à bâtisse. Le toit, au lieu de le réparer au complet qui coûterait 100 000, on faisait venir les experts pour évaluer. Alors, une année, on faisait le toit. Une année, on faisait les fenêtres. Une année, on faisait la peinture. Et ce qui coûtait le plus cher, et je le dis, là, c'est la pierre. La pierre de refaire les murs du garage, qui sont les anciens murs de Québec, demandait aussi des expertises.
Alors, on ne peut absolument pas, quelqu'un qui a une maison ne peut absolument pas arriver avec un projet, à moins que quelqu'un qui a énormément d'argent. C'est des projets qui se font d'année en année avec les subventions de la ville. La ville remet 40 et c'est très généreux. Et c'est très encadré. Monsieur Madar, lorsqu'on refaisait l'extérieur, le revêtement extérieur de la maison, parce que la maison 51, elle est en pierre. Elle était simplement recouverte parce que c'était la mode au début du 20e siècle de mettre du clapart, mais elle est en pierre. Alors, il n'y avait pas de chambre d'air. Alors, on refaisait tout avec les architectes et M. Madar passait pour voir si tout était correct. On ne peut pas faire une restauration à moins d'être une restauration globale, c'est impossible. Mais d'année en année, avec un programme, puis avec l'aide de la ville, il y a tellement d'experts, c'est incroyable. On avait un problème, on avait quelqu'un qui répondait immédiatement. Alors, moi, ce que je dis, c'est petit à petit, il faut que la personne qui achète un bien culturel, non pas seulement spéculatif, mais qu'elle soit au courant des prix. Je vais vous donner juste un exemple sur le plancher. M. Murphy, qui refait le séminaire de Québec, qui est en train de nous refaire une cave au complet, c'est 95 de l'heure. Tu as 4 personnes qui sont là, c'est 400 de l'heure, c'est 3200 c'est 15 000 pour la semaine. Si tu les as pendant 4 semaines, ça fait 60 000 ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre des travaux de cette ampleur-là. Alors, moi, je dis petit à petit. Et vous demandez pour la conservation intégrale. Je crois qu'à Québec, l'église, je pense que c'est Saint-Vincent, qui est maintenant un stationnement, là, si on avait gardé la façade au moins, on aurait quand même la référence. C'est ça qui est important, c'est de garder. Et je vais vous demander quelque chose, Mme Wood. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je m'excuse de dire ça, c'est personnel, mais c'est la famille Lépine. OK? Alors, on a l'escalier Lépine, qui est un escalier fait par Baillarger, qui est extraordinaire. On a la maison qui a commencé en 1848. La maison Lépine, c'est chez nous. La maison, elle a évolué. La bâtisse, quand je vais avec mon fils et mon petit-fils, j'arrive chez nous. La bâtisse, elle est merveilleuse. Mais l'intérieur a changé, les bâtisses à l'arrière ont changé. Mais il y a une continuité, il y a un plaisir immense de voir ces traces, mais ces traces-là n'appartiennent pas à moi, ça appartient à la collectivité. C'était l'endroit, c'était les pompes funéraires, c'était l'endroit. La maison sur des érables, la maison extraordinaire qui servait de salon funéraire, qui est maintenant un condominium. La famille Werner au cimetière Saint-Charles, le monument avec la clôture de Baillarger encore qui a été restaurée par la famille. Il y a des trésors, des choses. Il faut garder au moins la façade. La façade, si on est pour défaire, gardons au moins la façade. Gardons le cachet de la ville et ces choses. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a tellement de belles choses à Québec que dans les années qui vont venir, ça va être, ça va être tellement important qu'on ait gardé ces traces. Le site patrimonial de Sillery, je ne rentrais pas dedans, mais qui est extraordinaire avec ses vues sur la falaise et tout. Il n'y a pas ça ailleurs. Tu sais, je regarde, je vais à Montréal, dans le vieux Montréal, ce n'est pas le vieux Québec. Tu sais, en 1970-71, la maison d'Estève, on voulait la démolir. Elle est maintenant, elle fait avec le ministère des Affaires culturelles, maintenant, elle fait partie du musée. Il y a des choses que, tu sais, que quand il y a une réflexion, on ne peut pas laisser aller. En fait, Mme Chi, bonjour Mme Chi, ça fait longtemps qu'on s'était croisés, contente de vous voir. Oui. Alors, je vous dirais, moi, en fait, on retient plein de choses là, autant de votre mémoire que de la dernière question à laquelle Caroline vous a posée, mais de ce que je comprends de ce que vous nous amenez, c'est lorsqu'on s'engage dans un projet, de le voir, de comprendre ce dans quoi on s'engage, première des choses, là, de ne pas y aller forcément dans une optique seulement de revente ou du moins d'imaginer des choses, de les faire
phaser. Je comprends que vous avez eu droit à de l'accompagnement de la Ville, que ce soit des gens de la commission d'urbanisme ou de l'équipe des subventions. Ça, c'est un élément qui vous a apporté dans votre... qu'il faut continuer à offrir aux citoyens là, pour pouvoir phaser, pour s'assurer d'avoir les bonnes étapes et ça vous permet également de mieux le financer et d'avoir des subventions là, qui sont adéquates. Donc, moi, je reçois là-dedans que tout il faut le voir comme un continuum, puis il faut réfléchir à plus long terme, puis il faut s'assurer aussi que notre accompagnement puis nos programmes de subvention sont faits aussi en se disant, bien, voici l'étape 1, l'étape 2 pour qu'on puisse, pour une même propriété aussi, l'étalonner là, sur plusieurs années. Donc, en tout cas, moi, c'est une des choses dans votre dernière réponse que je comprends aussi, que ça permet d'être propriétaire d'un bien patrimonial là, de façon plus, c'est plus peut-être plus accessible si on a cette série de mesures-là avec nous. Là. Donc, non, je trouve que c'est très Madame important. Paulette, c'est apprécié pour la conclusion. Et là, je veux juste dire une chose, il faut faire très attention que quand on a beaucoup d'étrangers dans le Vieux-Québec, c'est pour eux autres d'acheter une partie de l'histoire, c'est tellement important parce qu'en Europe, ils ne peuvent plus le faire. Il faut qu'ils soient responsables. On ne peut pas juste acheter pour acheter puis s'asseoir puis rien faire. Ça ne se peut pas. Là. Il y a trop de choses qui se passent dans le Vieux-Québec que la façade est là, mais qu'on ne voit pas la détérioration intérieure. Je vais vous interrompre ici, Mme Chi, pour vraiment qu'on reste dans le cadre. N'oubliez pas, c'est une séance qui va être enregistrée et écoutée. Alors, juste vous ramener là, pour notre séance d'audition. Je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires ou de personnes qui ont levé la main pour poursuivre. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions pour... Oui, Mme Côté, allez-y pour votre intervention. Voilà. Moi, mon commentaire va être très bref. Je vous dirais minuit moins une. Je suis très, très préoccupée par le sort de la maison, de la petite maison blanche qu'on appelle sur 390 Wilfrid Laurier. Alors, tout simplement, je pense que la première chose avant de penser comment est-ce qu'on va reconstruire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter des démolitions, des dégradations. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, moi, je pense que la Ville pourrait regarder dans tout le patrimoine, pas juste des églises, mais partout dans le patrimoine, dire quelles sont les maisons qui en valent le plus la peine. On ne peut pas toutes les sauver, on comprend, mais celles qui en valent plus la peine de sauver, comme celle-là, je pense qu'elle est extraordinaire, mais écoutez, elle est à l'abandon depuis des années. Et comme ça, avec une liste, on pourrait mettre une surveillance réelle et accrue pour s'assurer que les propriétaires ne la laissent pas carrément se dégrader, puis se disent finalement, elle est toute pourrie par en dedans, il faut la mettre à terre. Voilà. Madame Hood? Oui, en fait, votre vœu est exaucé, Madame Côté. Donc, ce comité-là a été mis en place il y a quelques années, le comité de suivi des bâtiments vétustes sur lequel participent plusieurs intervenants de la Ville. Donc, il y a des suivis en inspection. Bien sûr, on voudrait bien avoir 500 inspecteurs à l'échelle municipale, mais sur la petite équipe d'inspection, actuellement, il se fait des miracles. Alors, on a même parfois des gens qui ne sont pas contents de recevoir nos lettres. Mais on le fait, puis je pense qu'on le fait très bien. Donc, je veux nous saluer la Ville là, de ces initiatives-là du comité de suivi des bâtiments vétustes en inspection. Est-ce qu'on peut savoir si, par exemple, cette maison-là fait partie de la liste? Toutes les maisons qui ont une valeur plus ancienne, là, je vous dirais, là, qui sont la priorité. Donc, tous les sites déclarés, les bâtiments qui ont des statuts légaux sont dans nos priorités et on y va là, en ordre de priorité d'inspection. Mais je vous dirais qu'on a couvert une très grande partie des bâtiments là, dans tous les sites patrimoniaux déclarés à l'heure actuelle. Puis, on y va ensuite là, à tour de rôle. On inspecte également les valeurs patrimoniales des bâtiments modernes. Donc, on a un portrait assez bien connu là, à l'échelle du territoire. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire par sites patrimoniaux déclarés? En fait, ce sont, dans l'ancien jargon, les arrondissements historiques que vous avez peut-être connus, qui maintenant s'appellent des sites patrimoniaux déclarés par la loi sur le patrimoine culturel. Donc, on parle de 4. Le site patrimonial du Vieux-Québec, site patrimonial de Sillery, le Trait-Carré à Charlesbourg et l'avenue Royale à Beauport. Ça veut dire que cette bâtisse-là, n'étant pas dans ça,
elle peut tomber dans Non, une non, faille. non, non. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le portrait est très bien connu pour les sites patrimoniaux déclarés et on a également tous les autres immeubles construits avant 1940 qui sont dans nos priorités d'inspection. Et en plus, j'ajoute la couche bâtiment moderne. Donc, on fait assez bien les choses, je vous dirais, Madame Côté. C'est juste qu'on voudrait évidemment multiplier les ressources. Oui. Hein. On a à concilier la disponibilité temporelle là, puis le nombre de bâtiments, mais ça va bon train, je vous dirais, c'est encourageant. Parce que j'ai Juste, déjà... Mme Côté, juste Mme Coulombe-Leduc qui a levé la main. Je veux juste vous dire, Madame, on est en lien, Madame Côté, hein, concernant cette maison-là. Puis, j'ai pas. Quand on s'était parlé, vous étiez venu à la première séance d'audition, vous aviez déjà attiré notre attention. Puis, c'est une maison qui est suivie de près par notre équipe d'inspection, si je peux me permettre. Quand vous disiez là, au début de votre intervention, est-ce qu'il y a une espèce de classement ou de priorisation qui est faite là, pour identifier les maisons qui sont les plus à sauver ou pas? Bien, on a le répertoire du patrimoine bâti, là, peut-être avec lequel vous êtes déjà familier, mais vous savez, le ministère de la Culture, là, avec l'adoption du PA 69, nous oblige à venir réaliser des inventaires. Puis au fur et à mesure que nos inventaires sont réalisés, puisque c'est déjà commencé à la Ville de Québec, on est jusqu'en 2026, si la mémoire est bonne, là, pour les compléter. Donc, au fur et à mesure que ces inventaires-là sont réalisés, bien, notre fameux règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments là, dont on se parlait il y a 3 semaines, bien, s'applique là, aux maisons qui font partie de l'inventaire. Donc, c'est en cours de route, mais peut-être en attendant, je veux quand même que vous sachiez que ce soit complété au niveau des inventaires, que cette maison-là est suivie de près là, par nos équipes d'inspection. Ah, un grand merci. Merci, Mme Côté. Merci beaucoup, Mme Coulombe-Leduc. Et bien d'autres. Et bien d'autres, hein? Bien d'autres bâtiments. Ils ne chôment pas, on va se le dire. Malheureusement, là, ils ne chôment pas. Laissez votre micro ouvert, Mme Coulombe-Leduc, parce que je pense qu'on serait rendu... Oups, ça lag un petit peu. OK, parfait, on vous revoit. On serait rendu au mot de la fin, là. Alors, ce sera à vous, Mme Coulombe-Leduc. Merci, Mme Pelletier. Ben, écoutez, merci beaucoup pour les échanges cet après-midi. J'aime particulièrement ce type de rencontre-là où c'est très informel, puis on peut discuter avec les gens, poser des questions pour mieux comprendre, dans le fond, le fond de leur pensée. Donc, merci beaucoup pour ces échanges-là cet après-midi. Je suis certaine que les équipes ont pris des notes. Moi, je me suis pris des notes aussi. Donc, merci beaucoup. Puis, au plaisir de vous retrouver après les fêtes, peut-être dans d'autres contextes ou peut-être dans un contexte en lien avec le patrimoine toujours. Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes à vous toutes et à tous. Merci. Joyeuses fêtes. Au revoir. Joyeuses fêtes. Merci, Mme Chi. Merci, Mme Hood. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.